Attention à ce qui va arriver, on ne sait pas trop. Ouais, super. Il arrive. Donc je pense que ça va arriver petit à petit. Donc on va continuer cette journée. L'urologie, donc c'est de la chirurgie, c'est également tout un parcours médical, des thérapeutiques, et c'est également des organisations. Et donc on avait réfléchi à un petit peu parler de comment valoriser les séjours et voir un petit peu quelles sont les pratiques en termes d'hospitalisation de jour et d'ambulatoire. Et le titre c'était Quoi de neuf? On remercie beaucoup Céline Piéget de Lyon qui est... Pardon Piéguet. Piéguet, excusez-moi. De Lyon qui est DIM et qui va nous parler de savoir comment valoriser un séjour en hôpital de jour. Et surtout, quelles règles? Bon, je commence. Tout d'abord, bonjour à tous. Je voulais vous remercier pour l'invitation parce que c'est vrai que c'est pas si fréquent que des chirurgiens invitent un médecin DIM à parler. Et je vais vous faire une présentation qui va effectivement changer de la chirurgie et qui sera peut-être un peu technique sur les nouvelles règles d'hospitalisation de jour qui maintenant ne s'appellent plus vraiment hospitalisation de jour, mais gradation des prises en charge ambulatoires. Alors, pour vous remettre un peu les choses dans le contexte, ça fait très longtemps qu'on est embêté avec l'hospitalisation de jour versus la consultation externe, avec des tarifs qui sont très bas pour la consultation externe et relativement importants pour l'hospitalisation de jour. Et en intermédiaire, on n'avait pas en fait de moyens de valoriser l'activité pour des choses qui étaient entre les deux, je dirais. On a eu de nombreux contrôles de la Sécu, je pense que beaucoup en ont eu connaissance. Et à chaque fois, on a eu des problèmes sur la justification des hôpitaux de jour, soit qu'ils étaient aux yeux de la sécurité sociale non justifiés, soit qu'ils étaient mal tracés dans les dossiers aussi. Ça, je tiens à le signaler. Donc, on avait pour l'instant un texte qui s'appelait la circulaire frontière, qui datait de 2010, et ça faisait un petit moment qu'on nous avait promis de revoir ce texte et de sortir autre chose. On l'attendait depuis au moins... Il y a eu à peu près un an de retard, disons, sur le texte. Les contrôles de sécu, ils avaient vraiment la spécificité, je dirais, d'être très inégalitaires entre les régions. C'était vraiment médecin-contrôleur dépendant les décisions. Et des choses qui pouvaient être acceptées dans une région, voire dans un hôpital ou une clinique, étaient refusées ailleurs. Donc, il y avait vraiment un besoin de ce côté-là. Et du coup, plus personne n'osait, à part des choses bien cadrées, plus personne n'osait trop faire de l'hôpital de jour. Et pour la sécu, pour en fait, pour l'organisation des soins, c'était un vrai frein au virage ambulatoire qui était souhaité par le ministère. On avait des bons motifs pour l'ambulatoire en chirurgie, mais en médecine, c'était très compliqué. Donc depuis quelque temps, on avait un moratoire sur ces contrôles. Ils ne nous contrôlaient plus les hôpitaux de jour, en tout cas médicaux. Et donc, le 10 septembre 2020, enfin, on a eu l'instruction sur cette gradation des prises en charge ambulatoires. Donc, hasard du calendrier, ça fait tout juste un an, pile aujourd'hui. Ce texte, il a été précisé en mars 2021. Et je vous expliquerai aussi, il y a des annexes concernant la liste des forfaits SE qui sont très importantes à mettre en relation avec ce texte. Il n'a pas été mis en œuvre très rapidement dans les établissements parce que on est arrivé en pleine crise Covid et entre la garantie de financement et puis les cliniciens qui étaient occupés à bien autre chose que
à ça, ça a été mis en place très, très progressivement. Alors l'esprit de la gradation ambulatoire, c'est justement d'avoir un système qui permette de facturer graduellement les prises en charge de la consultation externe à l'hôpital de jour avec 2 tarifs maintenant, un tarif intermédiaire et un tarif complet. L'idée, c'est vraiment de différencier le patient qui vient, qui a une consultation, voire 2 consultations isolées, du patient qui vient pour une prise en charge coordonnée entre plusieurs professionnels. C'est vraiment ça l'esprit. C'est pas la prise en charge ambulatoire, c'est pas une succession d'événements pour le patient, c'est une prise en charge coordonnée. Il faut vraiment avoir ça en tête. Et puis ça concerne aussi, je l'ai mis, les patients qui ont des spécificités de prise en charge qui ne peuvent pas être prises en charge en externe. C'est pas si simple que ça à organiser parce que c'est des dossiers administratifs différents quand on prend les patients en externe, quand on les prend en hospice de jour, et toute la chaîne. Alors je connais moins au niveau des cliniques, mais en tout cas au niveau des hôpitaux, toute la chaîne pour organiser ça est très complexe et ça fait intervenir beaucoup d'acteurs, donc ça se met pas en place très facilement. La grande différence, en consulte, on est rémunéré à l'acte. En hospice de jour, c'est un forfait qui comprend tout ce qu'on fait pour le patient dans la journée. Donc, comme je le disais, c'est vraiment l'esprit, c'est de favoriser et de rémunérer justement les prises en charge coordonnées du patient et qui nécessitent soit plusieurs professionnels, soit un environnement particulier. La structure d'hôpital de jour, je l'ai mis un petit peu comme ça. Tout le monde n'est pas d'accord sur l'interprétation du texte. Pour moi, le texte qui est arrivé là amène beaucoup plus de souplesse qu'avant. Avant, c'était clairement dit que l'hospitalisation de jour devait se faire dans une structure dédiée à l'hôpital de jour et pas ailleurs. Maintenant, ils ont ajouté une phrase qui dit que par dérogation, si l'organisation le nécessite, on peut le faire dans une autre structure. Donc, je pense que cet aspect-là doit être pris en compte. Les directeurs sont très frileux par rapport à ça parce qu'ils ont l'habitude de faire l'hospice de jour dans des locaux d'hospice de jour. Mais je pense que l'avenir, ça sera plutôt des plateaux pluriprofessionnels qui feront et de l'hôpital de jour et de la consultation. Donc, comme je le disais, c'est pour favoriser le virage ambulatoire que ce texte a été mis en place, et notamment le virage ambulatoire médical, parce que pour les prises en charge chirurgicales, vous verrez, il n'y a pas beaucoup de changements. Donc là, je vais vous lister un petit peu toutes les conditions qui sont dans ce texte. Alors, la première partie, c'est toutes les situations où, en fait, on n'a rien d'autre à renseigner par rapport à avant, pour avoir un hôpital de jour. Donc, première condition qu'on ne connaît pas toujours, si le séjour est écourté parce que le patient doit être transféré, qui décède bien sûr, ou aussi qui fugue ou qui sort contre avis médical, on a le droit de conserver le séjour d'hôpital de jour. Les soins palliatifs aussi, c'est un motif qui est officiellement reconnu comme un motif d'hôpital de jour. Tout ce qui est séance, chimiothérapie, transfusion, dialyse, radiothérapie, caisson, ça reste sans discussion de l'hôpital de jour. Donc là, il n'y a pas de changement par rapport à avant. C'est dit plus clairement, c'est tout. Y compris, ouais, je voulais dire, y compris quand ce n'est pas le motif d'hospitalisation, quelqu'un qui vient pour un bilan et qui pour une consulte et qui a une séance le même jour de chimio, on peut globaliser le tout dans un hôpital de jour. Alors, les actes classants, bien sûr, au sens PMSI. Alors ça, c'est là où c'est un peu compliqué pour vous, parce qu'au sens PMSI, c'est pas que les actes opératoires, ça peut être des actes interventionnels. Il y a une liste d'actes classants, je les connais pas tous par cœur. En général, tous les bons logiciels d'aide au codage le signalent dans le logiciel que c'est un acte classant. Mais petite nuance et qui nous complique beaucoup la vie, hors les actes qui sont inscrits dans la liste des forfaits SE. Je ne sais pas si tout le monde est au clair sur ces forfaits SE.
Donc c'est des forfaits qui ont été établis pour certains actes pour rémunérer justement l'environnement indispensable à réaliser ces actes. Les actes, mais je vais les montrer en fait après. Ouais, j'ai même un petit fichier que je pourrais vous laisser où il y a tous les forfaits. Les actes avec anesthésie générale ou loco-régionale d'office valide un hôpital de jour. Et la petite particularité, là aussi, il faut bien connaître la CCM. Quand il y a des actes qui ont l'anesthésie générale qui est prévue d'office, c'est-à-dire que l'acte est dédoublé avec une activité 1 et une activité 4. Et d'autres actes qui ont des anesthésies facultatives où vous cochez un acte qui s'appelle le ZZLP 025. Je ne sais pas si vous avez tous fait attention. Quand l'activité 4 est prévue d'office avec la CCM, même si vous le faites sans anesthésie générale, vous pouvez le faire en hôpital de jour parce qu'ils considèrent que c'est des actes qui nécessitent qu'il y ait un anesthésiste à proximité au cas où. Donc les actes de cette liste de forfaits SE et FSD, alors FSD c'est pour la dermato, ça ne vous concerne pas, mais les actes de la liste des forfaits SE vous interdit pas quand même de faire un hôpital de jour si ils sont faits sous anesthésie bien sûr, mais aussi s'ils sont faits au milieu d'une prise en charge plus globale avec d'autres intervenants, et là on revient sur les critères que je vais vous donner après. Donc, pour des exemples de forfaits, par exemple, la biopsie de prostate, c'est sur la liste des forfaits SE1, SE3. Changement de sonde de néphrostomie, pose de cystocate, c'est la liste des forfaits SE2. Et la cystoscopie, SE1. Je ne sais pas si je vous montre, j'avais préparé, si vous voulez voir le fichier, mais je vous le ferai passer plutôt, où j'ai noté tous les actes de ces listes avec le tarif du forfait et puis ce qui vous concerne. Alors, si vous n'êtes dans aucune de ces situations, là, c'est ce qui est très nouveau. On vous demande de remplir une variable supplémentaire pour pouvoir valider l'hôpital de jour. Si cette variable n'est pas présente, le tarif il reste à 0. Donc, c'est clair. Donc, c'est une des 4 conditions, hein, ce n'est pas les 4 conditions à remplir, c'est juste une des 4. Vous avez le rescrit tarifaire, réserve hospitalière, la surveillance et le nombre d'interventions. Donc, on va revenir sur chacune. Alors, le rescrit tarifaire, c'est quelque chose qui n'est pas encore mis en place. Je ne sais pas s'il y aura beaucoup d'établissements qui vont le demander. En fait, c'est quand vous avez une situation qui ne peut pas être justifiée par les critères de ce texte, vous pouvez demander, alors que ce soit un établissement, une société savante, quelle que soit la personne, peut demander à examiner cette prise en charge. Dans ces cas-là, il faut qu'il y ait une description très précise de la prise en charge, avec un protocole de soins, la liste des actes qui sont effectués. Et là, il y aura une position formelle de l'État et de l'assurance maladie qui fera que cette position sera applicable pour tous les établissements de France. Et ils ne pourront plus revenir dessus. Par contre, le risque, c'est que, comme le protocole sera très précis, si vous sortez juste un peu du protocole, on peut vous dire « Ah ben non, là, vous n'étiez pas pile poil. » Donc, je ne sais pas si on aura beaucoup de choses. Pour l'instant, il n'y a eu aucune demande au niveau national, à ma connaissance. Donc, ça reste... Voilà. La deuxième variable qui peut être remplie et qui ouvre un hôpital de jour à taux plein, c'est l'administration pendant le séjour d'un produit de la réserve hospitalière. Donc là, quel que soit le produit de la réserve... Alors, c'est bien des produits de réserve hospitalière, il ne faut pas qu'ils soient rétrocédables. Les deux... Oui, on pense à la même chose. Le BCG, il est rétrocédable. Donc, la toxine botulique et le fer injectable sont les deux choses qui sont concernées par ce texte, où on a eu des allers-retours sans cesse au fil du temps, où on nous demandait de le faire en hôpital de jour, après en externe.
Donc là, c'est redevenu en hôpital de jour du fait que ça soit de la réserve hospitalière. Sauf que, petit bémol, une fois le texte sorti, ils se sont rendus compte qu'il y avait un souci pour la toxine botulique pour les patients qui n'étaient pas pris en charge à 100%, qui, quand ils venaient faire ça à l'hôpital public, payaient un reste à charge énorme. Et donc, il y a eu des plaintes des patients. Donc, ils nous ont redemandé de le faire en externe et en attendant une réforme du ticket modérateur qui doit arriver normalement l'année prochaine. Donc, on attend ça avec impatience parce que, alors, je ne veux pas vous embêter avec trop de choses de facturation, mais en clair, au niveau des hôpitaux publics, le ticket modérateur est calculé sur l'ancien prix de journée et non pas sur les prix des séjours actuels, qui est énorme parce qu'un prix de journée, c'est à peu près 1200 ou 1300 € dans un hôpital, alors que une hospitalisation de jour version PMSI, c'est dans les, pour la toxine, c'est dans les 400 €, quoi. Donc, le troisième item qu'on peut avoir à cocher qui valide une hospitalisation de jour, c'est la surveillance. Alors, surveillance, c'est un item très large qui comprend soit un contexte lié au patient, soit un contexte lié à la prise en charge du patient, soit un peu des deux. Et là, quand on coche qu'il y a nécessité d'une surveillance, on a le taux plein de l'hôpital de jour, le tarif plein. Donc, le contexte patient, c'est l'âge, c'est le handicap physique, les troubles cognitifs. Ça peut être aussi la précarité, les difficultés de compréhension. Un patient qui ne parle pas du tout français, qui a besoin d'un interprète, ça peut justifier. Alors, plus ponctuellement, les suspicions de maltraitance. Ça peut être aussi des patients qui sont sous AVK, qui ont un risque hémorragique qui nécessite une surveillance particulière. Et je reviens sur le handicap physique qui peut-être vous intéresse plus particulièrement parce que pendant longtemps, on a parlé de patients neurologiques qui justifiaient l'hospitalisation de jour. Alors attention, ce n'est pas simplement le fait d'avoir une pathologie neurologique qui justifie l'hospitalisation, c'est bien le fait qu'il y ait un handicap qui impose qu'il y ait une structure plus lourde pour accueillir le patient. Les contextes de prise en charge, alors ça vous concerne peut-être moins, c'est les prélèvements biologiques complexes, style répété dans le temps. L'isolement prophylactique, donc avec le Covid, là, on a pu avoir pas mal d'hôpitaux de jour qui étaient nécessaires du fait qu'on avait besoin d'isoler les patients. Mais ça peut être des patients porteurs de BMR, etc. Et les salles interventionnelles. La nécessité d'une salle interventionnelle, mais là aussi, hors forfait SE. Hein, si c'est un acte avec un forfait SE, ça exclut tout le reste. Ensuite, il y a aussi ce qui peut être accepté en hôpital de jour, c'est les patients pris en urgence dans vos structures, avec les mêmes critères que les critères d'urgence, c'est-à-dire à diagnostic incertain et puis état instable, avec nécessité d'examen complémentaire. Voilà. Donc maintenant, c'est la dernière condition, si vous n'avez pas rempli toutes les autres situations, la dernière condition pour pouvoir valider un hôpital de jour, ça va être le nombre d'interventions. Je répète, j'insiste, prise en charge coordonnée, parce que ce n'est pas un patient qui voit 3 spécialistes différents, s'ils ne se parlent pas entre eux, ça ne marche pas. Et donc là, c'est là où intervient le tarif réduit. Si on n'a que 3 interventions, on est en tarif réduit. Et si on a 4 interventions ou plus, on a le tarif plein d'hôpital de jour. Grosso modo, les tarifs réduits sont moitié du tarif plein. Donc, qu'est-ce qu'on peut compter en intervention? Donc, en intervention, on compte bien sûr le médecin qui fait la synthèse et coordonne la prise en charge. On peut compter aussi d'autres consultations médicales à condition que ce soit des spécialités différentes. Hein, on ne compte pas l'interne d'urologie et l'urologue senior, ça ne compte pas comme 2 intervenants. C'est vraiment des spécialités différentes. Il est noté aussi qu'on peut accepter les consultations téléphoniques comme une intervention à condition que ce soit une vraie consultation téléphonique avec le patient, pas un avis téléphonique. Hein. C'est différent. Et puis, les actes CCM, donc, qui comptent comme des interventions,
Mais là, attention, le médecin qui réalise l'acte, il ne compte que pour l'acte s'il ne fait que réaliser l'acte, s'il ne fait rien d'autre. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que tous les paramédicaux et d'ailleurs même autres professions peuvent compter comme des intervenants. L'infirmière, elle compte pour les soins courants pour une intervention. Alors, soins courants, c'est les prises de constance, les prélèvements biologiques, les pansements, tout ça, c'est soins courants. Par contre, même si c'est la même infirmière, si elle fait des soins courants et de l'éducation, et là, vous avez des exemples chez vous, notamment l'éducation à l'autosondage, elle compte comme 2 intervenants. L'éducation, c'est une intervention en soi. Et puis, tous les autres paramédicaux, kinés, ergothérapeutes, diététiciennes, psychologues comptent, mais aussi l'assistante sociale, le coach sportif, et puis quelqu'un que je n'ai pas mis dans mes diapos aussi, qui commence à se développer, les pharmaciens aussi, qui viennent faire de l'éducation ou de l'aide, ils peuvent compter comme des intervenants. Bien sûr, les actes CCM sont comptés. Là, je répète, le médecin qui réalise l'acte CCM ou le paramédical qui réalise l'acte ne compte que pour son acte s'il ne fait que ça. Hein, on ne compte pas le médecin plus l'acte. Par contre, les actes qui utilisent les mêmes techniques ou qui sont dans le même sous-chapitre, alors je ne l'ai pas mis parce que ça aussi c'est technique, mais enfin, les actes très rapprochés comptent pour une seule intervention. Et les ECG sont exclus. Au début, ils ne l'avaient pas exclu, là, ils l'ont exclu. Il est dit aussi, nouveauté, parce que ça nous a toujours été refusé, que les actes non inscrits à la nomenclature, s'ils sont bien décrits dans le dossier, peuvent compter comme une intervention. Alors, la traçabilité dans le dossier du patient, ça c'est l'élément fondamental. Il faut bien sûr qu'il y ait un compte-rendu du médecin qui coordonne la prise en charge le jour de cette prise en charge et qui fasse état de tout ce qui a été fait par le patient, pas seulement d'un compte-rendu de sa consultation personnelle. Il faut au mieux qu'il y ait un compte-rendu de chaque intervenant. Là, c'est facile pour certains intervenants, il y en a d'autres qui ont moins la culture de la traçabilité écrite. Et puis aussi, une chose qu'on oublie, la description du patient, de l'état du patient. C'est tout bête, mais moi, je me suis vu refuser des dossiers par la Sécu parce qu'il y avait écrit nulle part dans le dossier. Pour des patients même tétraplégiques, j'ai eu des refus parce que c'était écrit nulle part dans le dossier. Et là aussi, j'insiste parce que, par expérience, les contrôles Sécu, on a beaucoup de refus. Pas parce que la prise en charge ne correspond pas, mais parce qu'il n'y a pas une assez bonne traçabilité des prises en charge. Pour finir, juste un petit point technique, c'est que si vous faites de l'hôpital de jour, ça veut dire produire un résumé avec des diagnostics, des actes et une des 4 variables remplies si on n'est pas dans d'autres situations, et ce qui va permettre la facturation d'un GHS. Je vous remercie et si vous avez des questions. Moi j'ai plein de questions. Je m'en doute. D'abord, je vous vois tous venir là, vous vous dites ça y est, il va la torcher. Non, en fait, c'est pas vous que je vais torcher. Ça fait combien de temps? Ça fait une dizaine d'années. On avait quasiment un contrôle de sécu par an. Ouais. Et on n'a quasiment aucun dossier qui est refusé au final. Et ça, c'est grâce au travail, entre autres, de Céline. Et donc, comme en public, c'est quand même pas si souvent que ça qu'on travaille en bonne intelligence avec les médecins du DIB. Je pense que c'était quand même donc tu me demandes de réagir en bonne intelligence. Oh, je vais essayer. Non, en fait, Céline, je voulais vous dire que contrairement à ce que vous pensez, vous êtes indispensable ici. C'est-à-dire que nos confrères ici, les urologues, et je suis président du syndicat national des urologues, votre travail, ils n'y comprennent rien. Et c'est parce qu'ils n'y comprennent rien que nous avons en permanence des conflits avec nos directions. C'est-à-dire que, si j'aurais une critique à faire, c'est que
vous avez fait, comme parfois certains intervenants ici, nous font un cours de niveau Bac plus 20 dans votre domaine qui est le PMSI. Il y a plein de notions que les copains n'ont pas compris. Je vais leur dire, qui a tout compris? Ok. Donc, en fait, ouais, non, mais vous, je vous parle même pas, vous, de vendus, salauds, vous connaissez tout. Mais simplement pour dire que, en fait, votre travail, il est indispensable. Et moi qui vais à la Caisse nationale d'assurance maladie pour nous représenter, moi qui ai fait plusieurs négociations conventionnelles, moi qui depuis 20 ans baigne dans ce domaine, eh ben, je me rends compte à quel point votre travail est indispensable. C'est qu'aujourd'hui, les activités des urologues en France, qui sont des activités incroyables au service de la population, sont tellement mal cotées, mal défendues, que je vois très bien quand vous avez rebondi sur la toxine botuliниque, on a monté avec Emmanuel Chartier-Cassler un dossier national pour la Caisse nationale parce qu'on s'est rendu compte qu'à cause de la tarification, les établissements publics arrêtaient la toxine botulinique. Et il a fallu se battre pendant presque 2 ans pour obtenir que ça bouge. Donc en fait, votre travail, il est indispensable. Après, ce que je regrette, et on vous fera probablement revenir à l'affût ou ailleurs, il faut qu'on bouge, c'est que vous veniez nous former à ça. C'est-à-dire que là, par exemple, vous nous faites une synthèse de tellement haut niveau que les copains, ils n'ont peut-être pas compris que si dans nos courriers de sortie, on n'est pas exhaustif, on a un séjour qui peut passer de 4 000 ou 5 000 euros à 800 euros, tout simplement parce qu'on n'a pas mis diabète insulino-dépendant, paraplégique, etc. Et que si nos courriers, et encore on n'est pas orthopédiste, mais j'imagine votre difficulté en orthopédie. C'est-à-dire que, encore nous on est urologue, donc on fait du médico-chirurgical, mais quand on voit dans les GHS les différences de tarification, y compris dans un cancer du rein qui peut passer de 9 000 euros à 18 000 euros, si nous, en public, il y a des internes qui sont censés faire le boulot exhaustif, moi je suis en privé, et on fait le même boulot, si on n'est pas exhaustif dans nos comptes rendus, on n'est pas bon. Sur l'hôpital de jour, on n'a rien compris. Nous, on fait des soins externes avec des fibros, on est convoqué par la direction qui dit dorénavant, vos soins externes, on ne veut plus les faire, on veut que des hospitalisations de jour, on nous a fait rentrer des chimiothérapies endovésicales en hospitalisation de jour, alors qu'on on les faisait en soins externes. On n'y comprend rien du tout, et du coup, on n'optimise pas assez la valeur de notre travail. Donc, je pense qu'il faut continuer à venir nous rencontrer, il faut continuer à nous faire, non pas des topos de synthèse, mais des cours pour nous expliquer comment ça marche, et nous aider à améliorer notre pertinence dans nos courriers de sortie de notre travail pour valoriser nos PMSI et faire en sorte que l'urologie remonte le niveau de rendement pour les hôpitaux publics et privés pour faire en sorte que notre travail soit valorisé financièrement. Alors qu'aujourd'hui, vous avez vu le niveau des topos qu'on nous fait ici, on le valorise intellectuellement, mais comme on n'a pas le trait d'union que vous êtes, nous ne le valorisons pas assez financièrement. Donc merci d'être là et merci de continuer avec ces 2 apôtres et les autres à nous aider à travailler sur notre formation et nos compétences en cotation PMSI. Merci beaucoup. Alors, je vais quand même signaler, alors je ne sais pas ailleurs, mais à Lyon, nos urologues tracent beaucoup de choses dans les dossiers et on n'a pas trop de soucis avec ça. Et effectivement, ce n'est pas des orthopédistes. Mais au fil du temps, j'ai assez de recul pour voir quand même que le PMSI s'est tellement complexifié que maintenant, c'est au niveau du DIM qu'on fait ce travail-là. Mais effectivement, il faut que ça soit bien tracé. C'est pour ça que j'insiste sur la traçabilité. Parce que si le dossier est bien tenu, après le reste, ça roule tout seul. Oui, mais on en reparlera, je ne vais pas trop traîner. Mais par exemple, entre des soins externes et un hôpital de jour, à quel moment il est intéressant de plutôt basculer sur un hôpital de jour et pas valoriser une consultation d'uro, une consultation vasculaire et de diabéto? À quel moment on devrait dire, OK, on change de système de facturation pour passer en HDJ? Beaucoup des copains ici ne le savent pas, et en particulier en privé, on est encore moins bon. Mais en fait, c'est pas compliqué. Tu as des règles qui sont données, tu regardes ces règles, tu t'organises, et tous tes chemins, tu les organises en fonction de ça. Je ne connais pas les règles, je n'ai pas compris. Oui, mais c'est non, mais faut quand même pas exagérer. C'est quand même simple. Mais non, un bilan mais c'est simple, d'incontinence. mais beaucoup de choses sont simples, on ne les connaît pas. Non, mais par exemple, la fibroscopie, c'est un forfait de sécurité environnement. Si elle est toute seule, c'est pas un hôpital de jour. Si tu la rajoutes avec un bilan urodynamique et un apprentissage d'autosondage, tu as 3 intervenants, ça devient un hôpital de jour. Voilà, c'est pas, Ok, top. Qui d'entre vous connaissait ça? Non, oui. Merci, personne connaît. Oh non, bougez pas tous les deux. Non, mais je vais dire les choses autrement. C'est que Alain, il est très intéressé par le médico-économique et il s'est lancé là-dedans complètement.
on conçoit bien que d'autres ne le soient pas forcément et qu'il faille trouver une issue. Moi, l'issue, elle n'est pas compliquée en fait. L'issue, il y a des nouvelles réglementations, il y a des nouveaux trucs qui se passent. Vous réfléchissez à un truc dans un service et vous dites, à tout hasard, la litho, aujourd'hui, je veux la faire de telle ou telle manière. Vous allez voir votre responsable DIM et vous discutez. Vous lui dites, voilà, il y a peut-être une astuce à trouver pour qu'on la fasse passer en hôpital de jour. Et s'il y a une astuce à trouver, qu'est-ce qui va rapporter plus à l'hôpital? Est-ce que c'est de la garder en soins externes pour telle ou telle raison, ou est-ce que c'est de la mettre en hôpital de jour? Et quand vous avez fait cette discussion, vous avez la solution. Le tout, c'est de se tourner vers eux et d'essayer de voir avec eux comment on peut... Parce qu'en fait, on dit c'est simple, mais c'est pas simple. Parce qu'il y a des endroits en France où on va arriver à passer certains trucs en hôpital de jour, et il y a des endroits en France où on ne va pas y arriver. Parce que le médecin du DIM et que l'environnement a essayé de trouver une solution technique qui permet de passer le mur. Et ça, c'est pas toujours qu'on y arrive. Oui, mais excusez-moi, mais je vais vous laisser la parole, Céline, mais vous savez, je fais beaucoup de place. Et tu te rends compte quand même de ce que tu viens de dire, qu'à notre congrès d'Association française d'urologie, nous n'avons jamais une séance, mais peut-être qu'Alain va nous mettre ça en place, où nous enseignons aux urologues l'importance de valoriser notre travail. Quand moi je vais négocier pour vous au niveau de la Caisse nationale, notre travail n'étant pas valorisé, on a du mal à mieux payer les collègues et à avoir des enveloppes pour les services plus importantes. Ce travail-là, il est indispensable pour valoriser notre métier et notre art professionnel. Et il n'est pas fait. La BCG-thérapie, par exemple, Ouais. la BCG-thérapie, c'est l'exemple. Si vous en restez au bout de la première réglementation, il est substituable, et donc du coup, vous ne pouvez pas le mettre, et vous allez vous retrouver sur la surveillance. Enfin, je ne sais pas quelle était l'astuce pour le passer en hôpital de jour. Ah ben non, on Il y le en a fait pas. en externe. Bon, pour l'instant, il n'y en a pas. Mais on va C'est finir. la chimiothérapie intravésicale que tu peux mettre en C'est ça. Ouais. Mais non, ce que je voulais dire quand même, alors, il ne faut pas non plus raisonner qu'en termes de rentabilité, parce que d'abord, on ne sait pas toujours ce qui est rentable. Il faut raisonner ce qui est le mieux pour le patient et ce qui est le mieux pour l'organisation du service. Après, c'est à nous de voir comment le valoriser au mieux, mais le point de départ, c'est ça. Parce qu'on parle beaucoup de tarifs, de recettes, mais moi, je ne connais pas beaucoup de directeurs qui sont capables de mettre en face des coûts réels en face. Et si on gagne beaucoup, mais qu'on dépense beaucoup, ça n'a aucun intérêt. Moi, je suis dans un établissement qui a 400 lits. On n'a plus de médecin DIM. J'ai fait le médecin DIM pendant 6 mois. On n'a plus de médecin DIM. Aujourd'hui, quand on reprend nos chiffres, rien qu'en cotation correcte de nos actes, on va valoriser nos GHS publics, parce que je suis un ESPIC. Et aujourd'hui, on perd chaque année 3 millions d'euros sur des problèmes de cotation de nos actes. Donc j'entends bien que ce n'est pas un objectif pour les urologues, mais n'empêche que quand on rencontre la direction et qu'on doit valoriser le place de l'urologue, quand on demande un robot, quand on demande un laser, quand on demande des urétéroscopes, si on arrive à démontrer que derrière cette demande de matériel, il y a la qualité des soins, mais ils s'en foutent au bout d'un moment, ils disent la qualité, je veux bien, dites-moi financièrement comment je peux l'équilibrer. Et on a de plus en plus aujourd'hui des directeurs d'établissement dont la première chose pour laquelle ils sont recrutés, c'est comment faire des économies. Et si nous, on arrive à comprendre le PMSI, de même comme on vient de vous le dire pour les chimio-endovésicales, le BCG ou la MET ou ailleurs, il faut que les urologues libéraux et hospitaliers comprennent bien, parce que c'est ces outils-là qui sont utilisés par le ministère pour nous valoriser notre métier ou le reconnaître, y compris derrière pour la formation des internes et tout le reste. Il faut que les urologues comprennent bien la valeur de leur métier pour mieux l'améliorer en termes de matériel et du reste. On a coupé mon micro, vous avez bien fait, à bientôt. Non, mais c'est sûr, et c'est là où je dirais que la place du médecin DIM, elle est justement là pour faire l'interface entre les cliniciens et la direction, et faire comprendre à la direction qu'il y a des choses, et c'est pas toujours rentable financièrement, mais bon, voilà. C'est vrai que c'est compliqué. Moi, j'ai une question, c'est sur le critère qui s'appelle surveillance. Qu'est-ce qu'il y a comme référentiel qui nous permet... Donc, on peut l'interpréter, nous, ou on est à la merci d'interprétation d'un médecin qui viendrait contrôler? C'est ce que je disais. À chaque fois qu'un texte sort, il y a toujours une part d'interprétation. Par exemple, ils mettent l'âge dans le texte, mais c'est marqué âge, point barre. Donc, qu'est-ce que c'est que l'âge? Est-ce qu'à partir de quel âge on est très vieux? C'est pour ça que je dis, plus on décrira dans le dossier l'état du patient, mieux ça sera, quoi. Alors après, sur le plan opérationnel, je prends nos deux services, Alain et moi. Lui avait un hôpital de jour avec la question de la neurourologie. Nous, on n'avait pas d'hôpital de jour jusqu'au mois de janvier dernier. Et avec les modifications de réglementation, etc., on a trouvé l'opportunité d'ouvrir une structure hôpital de jour. Peut-être ça aussi dont il faut qu'on parle, parce qu'en fait, on a ouvert cette structure et on trouve des choses à y mettre. Donc là, on y met de la chimiothérapie intravésicale, on y met... Qu'est-ce qu'on met, Marc? On met tout. On met aussi le BCG. Alors, Marc met le BCG. Isabelle lundi, mais nos BCG sont
Alors nous, on a été contrôlés sur le BCG. Il y a 3-4 ans. Non, il y a 8 ans. Plus je vois pas passer les... C'est là où ça devient important la discussion. Avec nous sommes tournés tout de suite depuis la directive, le décret, je ne sais plus, de l'année dernière, qui autorisait certains actes à être réalisés et valorisés à la hauteur d'un hôpital de jour, à condition de les faire en consultation, avec notre dîme, le docteur Isabelle Gesson. Immédiatement, nous sommes passés à valoriser la BCG thérapie, moyennant ce que vous dites, c'est-à-dire un mot dans le dossier à chaque fois que le patient vient, il y a une filière de soins, et finalement, et Isabelle a trouvé son compte, et toutes les... Oui, mais on en a parlé ensemble, oui. Mais en fait, on peut le passer en disant que c'est une séance de chimiothérapie, mais... Il y a plusieurs choses. Il y avait ça, il y a la surveillance du patient. Il y a souvent des patients qui ont un certain âge, ils sont quand même tous plus de 60 ans. Et en fait, je pense que Isabelle a... Et c'est là, il faut discuter. Il ne faut pas uniquement tout confier Il faut discuter, il faut aussi montrer aux médecins qu'est-ce qu'on fait vraiment. Alors, après, ce qui est important, c'est l'environnement, parce que nous, on a... Je vous explique nous, mais bref, c'est pour dire qu'on n'est pas obligé d'avoir une structure de lit hôpital de jour. En fait, cet hôpital de jour, il a été articulé avec la consultation. Et on amène des plateaux aux patients dans la consultation sur des fauteuils, et on le compte en hôpital de jour. C'est pour dire aussi que si vous voulez développer de l'activité hôpital de jour, vous n'êtes pas fondamentalement obligé d'avoir des lits qui sont dans un service. En tout cas, c'est nous c'est ce qu'on nous a dit. La fois où ça va être contrôlé. Ça dépend tout du médecin qui va te contrôler de la Sécu, parce que forcément, vous allez être contrôlé. Et normalement, il faut une salle de soins, une unité dédiée. Donc effectivement, c'est ce que tu as dit. C'est ce que je disais. Là, ils ont mis une exception. Et je pense que ça va se développer. Pour le BCG, c'est ce qu'on a fait. Il y a une salle dédiée, il y a une filière de soins qui est décrite, il y a une consultation avec le médecin systématique. C'est du boulot. Mais le jeu en vaut la chandelle, parce que d'abord, ça nous a permis de mieux cadrer l'instillation et les effets secondaires, parce que maintenant on a diminué les effets secondaires du BCG, c'est incroyable. On n'a quasiment plus d'effets indésirables graves. Et donc il y a du bénéfice à faire tout ça. Oui, tout à fait, oui. Bon. Est-ce qu'il y a des questions? C'est fini? Ok, merci, un grand merci à vous. On passe donc à la communication suivante. Alors. Donc, Olivier Scovran va nous parler du bon environnement. Olivier va nous parler. Olivier, ouais, il faut juste que je trouve, vous savez, parce que j'ai... Tac. Il faut lancer le diaporama. C'est où que ça se lance, cette affaire, là? Tu sais faire pour lancer? Bon environnement de l'anesthésie locale. Diaporama. Tu fais ça, c'est bon? Ah non, pourquoi? À partir du début.